cet essai appelé Auto-éloge funèbre, commencé à 2 heures du matin de la nuit du 23 avril mai 2016. Donc, auto-éloge funèbre. Pourquoi le choix de ce titre? Parce que il y a un besoin. Certains laissent des testaments, d'autres des choses plus conséquentes, un manifeste, une, une vision de la vie, une philosophie. Pourquoi pas aussi, mais beaucoup confient leur éloge funèbre, soit à des proches, soit à des gens dont c'est plus ou moins le métier, la fonction. Donc en fait, il ne s'agit pas tellement d'éloge, c'est, je ne me sens pas euh, en besoin, en désir d'être couvert d'éloges. Ce n'est pas la question. La question, c'est quelque part ces choses qu'on dit sur les morts, avant soit de les confier à la terre, soit les confier au feu. Et donc, quelque part, en tout état de cause, c'est les choses qu'on dit pour les vivants. Les morts sont morts. Et quelque part, ils sont dans l'incapacité d'apprécier ou de désapprécier ce qu'on pourrait dire à propos d'eux. Donc, les testaments, c'est souvent comment dire, euh, euh, des considérations un peu plus matérielles, c'est euh, à propos de choses bien identifiées, et donc quelque part. Alors que cet exercice de l'auto-éloge est quelque part, ou de l'éloge qu'on fait à soi-même, qu'on ferait à soi-même, et quelque part, et il n'y a que soi-même qui pourrait le faire de façon la plus juste, en tout cas, ce que j'espère pouvoir être en capacité de faire. Ah, il y a des questions qui sont là devant soi. Je ne veux pas dire qu'elles sont lancinantes, mais elles sont là, elles sont présentes. Et le pourquoi des choses. Quelque part, y a-t-il quelque chose qui pourrait euh, quelque part nous permettre de juger de l'intérêt de notre venue au monde? Pourquoi venons-nous au monde? Quelle est cette chose dont nous serions quelque part euh, euh, cette mission dont nous serions dépositaires? Nous venons au monde, nous grandissons, nous faisons l'expérience de la vie, nous faisons des expériences de toutes sortes. Nous passons par plusieurs étapes, nous avons conscience à un moment donné d'être fort, d'être en puissance. Nous continuons, si nous sommes toujours en vie, nous continuons et quelque part, nous faisons un peu le chemin inverse. Nous commençons par nous défaire de nos premières convictions, de nos premières, quelque part, croyances. Nous avons cru en nous-mêmes et on finit par ne plus tellement croire. Nous avons cru que nous étions en capacité
de construire quelque chose de neuf, quelque chose de différent, nous apercevons que ce que nous avons bâti est déjà en train de se fissurer quelque part. Ce que nous avons cru consolider et de nouveau menacé. Et donc nous, le travail, ce à quoi nous étions quelque part donné et déjà se finit par ne paraître plus aussi important. Donc nous faisons l'expérience de l'insignifiance des choses, de l'insignifiance de notre personne, de notre insignifiance de, de, tout, de tout ce qui a fait notre, comment dire, ce qui a notre motivation, ce qui nous a poussé à nous lever, ce qui nous a poussé à désirer, ce qui nous a poussé à vouloir. Donc, l'idée, c'est nous faisons l'expérience d'une certaine désappropriation. Nous voyons que le monde, quelque part, est pressé de donner notre place à un autre. Et quelque part, nous sommes quelque part déjà un peu oubliés avant d'être morts, avant de disparaître. Nous sommes déjà en train de disparaître. Ceux que nous avons côtoyés, ceux que nous avons appréciés, ceux que nous avons désirés, ceux que nous avons vraiment appréciés, tout cela nous quitte, j'allais dire à degré ou de force, mais nous quitte. Certains sont déjà dans la tombe, sous terre, d'autres ont cessé ont cessé toute relation. On fait une croix, comme on dit, sur nous et nous ont oubliés. Voilà. Et nous faisons l'expérience de l'indifférence. Certaines choses ne sont plus des mots. Nous étions jeunes, il y a la vie, les sentiments, c'était l'objet d'un travail, d'un exercice. On pouvait nous demander de parler. Et nous-mêmes, nous faisions des exercices. Nous parlions de l'amour, nous parlions de la rupture, nous parlions de certaines choses que nous n'avions pas encore expérimentées. Nous pouvions donc, dans ce contexte, parler de l'indifférence. Nous voulons parler de cette situation qui fait que certaines personnes puissent se retrouver reléguées, à isoler, oublier, quelque part, leur sort n'intéresse plus leur entourage et ils se retrouvent prisonniers d'une situation et d'une relégation et n'ont aucun moyen réellement efficace pour rompre cela. Donc l'indifférence, la sensation d'être dans l'incapacité de réveiller les sentiments chez l'autre. Je ne peux plus te faire les efforts ou
nécessaire pour que tu veuilles me, de nouveau me retrouver. C'est toi et fais ce que tu veux, vis si tu as envie de vivre ou fais ce que tu veux. Voilà, tu as ta vie, tu en fais ce que tu veux. Donc quelque part, cela ne me concerne pas. Si tu as envie d'aller gâcher la matinée d'un certain nombre de voyageurs et tu as envie de faire la rencontre avec un train régional, un train tout simple comme de coutume, pas un énorme TGV, non, juste un train régional, vas-y. De toutes les façons, tu ne seras pas le premier ni le dernier à le faire. Il y a tout comment dire, toute une, j'allais dire un rituel, tout un, les autorités ne peuvent rien faire contre cela, donc ils ont l'habitude de gérer. Il y a des protocoles, j'allais dire, il y a des automatismes, on gère cela comme on peut, ça retarde des gens, ça génère des dysfonctionnements, mais en fin de compte, c'est intégré dans les aléas de toute activité humaine. Ça fait partie des choses qui peuvent survenir. Donc, fondamentalement, on redevient propriétaire, mais on devient, parce que là c'est une première, propriétaire de sa vie d'une façon totale. On peut en faire ce qu'on veut. On n'a plus de compte à rendre à personne. Voilà. Donc, éloge à celui qui a quelque part cru, qui a désiré, souvent en silence, souvent en solitaire, désiré, qui n'a pas su exprimer, n'est pas né peut-être dans le bon corps, n'est pas né dans la bonne région, n'est pas né peut-être dans la bonne époque. En tout cas, il est là. Il a été là. Évidemment, il y a des gens qui choisissent parce que, etc. Quelque part, leur intérêt, c'est de s'accaparer tout ce qui appartient à autrui par tous les moyens. J'ai été, ce qu'on peut dire, quelqu'un qui n'a pas ce désir-là, convaincu, pas par faiblesse, ni par comme cela. Non, c'est convaincu que cela n'a pas d'intérêt, que ce qui est réellement de la valeur, c'est de faire avec les autres, c'est d'être dans la communauté, c'est d'être dans le collectif, c'est d'avoir, d'établir, de bâtir un destin, un destin, un destin honnête, un destin pour tous. Tous ont droit à un même traitement, c'est-à-dire un bien-être en fonction de ce qu'il y a, partageons ce qu'il y a à partager. C'est l'idée, la conviction de la nécessité du partage et non pas la nécessité de l'appropriation. Évidemment, dès qu'on passe du domaine du souhait, du domaine de l'idée, au domaine de l'effectif, il y a des différences, il y a toujours, les pauvres ne sont pas toujours des gens de grande qualité morale,
c'est aussi les gens qui ont une âme d'accapareur. S'il leur était donné de posséder de façon extrême, ils ne le refuseraient pas. Il y a quelque part cette nécessité ou cette obligation de reconnaître qu'il n'y a pas d'illusion, il n'y a rien à attendre, pas grand-chose de l'être humain. L'être humain fait preuve de son incapacité à dépasser ses propres automatismes biologiques, culturels, etc. L'être humain est plutôt une référence négative. Il est tellement, quelque part, il n'y a rien à sauver dans l'être humain. Il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'exemplarité, il n'y a strictement rien. Donc, l'idée, ça peut paraître contradictoire, l'idée il faut être dans le partage et en même temps, quelque part, partager avec des gens dont on ne reconnaît pas la valeur. C'est la grande question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Nous passons notre temps à nous distinguer d'un animal. L'animal dans son rapport à ce que nous appelons l'instinct. L'animal, c'est l'instinct. L'animal, c'est le manque de réflexion. L'animal, c'est le côté extrême dans la réaction. Alors que nous définissons comme différents, nous tenons sur l'autre rive. Nous ne définissons pas comme des animaux, mais plutôt que des êtres de réflexion, des êtres de raison. Or, la majeure partie de nos actes prouve le contraire. Nous sommes capables de donner la plus grande, d'occasionner les plus grandes souffrances. Nous sommes en capacité d'occasionner des malheurs pour peu que nous trouvons cela justifiable, rentable, quand nous avons un intérêt quelconque à tenter à la vie, à la sécurité, à la tranquillité, au bien-être d'autrui, nous ne nous gênons pas. Il nous faut des lois, il nous faut de la contrainte, il nous faut de la répression pour pouvoir contenir cette nature qui est la nôtre. Donc, il est évident que il n'y a pas d'illusion à ce niveau-là, il n'y en a pas non plus de mon côté. Dans cet éloge, je dois dire que j'ai été incapable de comprendre ce que je suis, incapable de me situer. Suis-je plutôt un être à part parce que je suis né différent ou alors parce que je suis né en incapacité? Parce que dans la première hypothèse, cela me singularise et quelque part ce n'est pas la conséquence d'un caractère acquis, mais c'est plutôt quelque chose qui préexiste en moi. Alors que la deuxième hypothèse, c'est que parce que je n'ai pas été capable de m'exprimer comme les autres, et donc ma tendance à être en retrait
et la conséquence de mon inadaptation et de cette incapacité physique ou mentale à être en égalité, à être en capacité de me défendre, en capacité d'exister de façon pleine et satisfaisante. Donc j'aurais plutôt, et je serais quelque part quelqu'un qui a un manque, quelqu'un qui, qui a échoué. Mais la singularité, l'idée d'une singularité m'arrangerait parce que je dirais que parce que je me situe un peu à l'extérieur, que quelque part je suis pas tout à fait dans la mêlée, je peux émettre quelques, quelques propositions, désirer le changement, désirer, pourquoi pas, l'amélioration. Vous avez devant vous un être qui a désiré que les choses changent, s'améliorent. Voilà la question, améliorer. Améliorer, ne pas accepter ce qui, quelque part, nous appauvrit, ce qui nous réduit, ce qui nous affaiblit, ce qui nous démunit. Quelque part, être, se sentir mieux, être beaucoup moins dans le besoin, être beaucoup moins dans la restriction, quelque part être beaucoup moins dans le... je ne trouve pas l'autre terme, dans... dans la nécessité. Donc, je ne sais pas si j'ai c'était mot, si je répétais ce que je viens de dire, ce que j'ai dit avant. Mais en tout cas, c'est pas le plus important. Donc, un glissement vers petit à petit cet être que je fus à opérer. Un glissement à opérer une lente, je ne veux pas utiliser le terme d'évolution parce que ça a une connotation un peu, comment dire, ça hiérarchise alors que je ne suis pas, je n'établis pas d'hiérarchie entre les différentes périodes de ma vie, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est juste qu'il y a du changement, une lente transformation vers des positions beaucoup plus, j'allais dire, où j'accepte l'idée que il ne sert à rien d'avoir les désirs forts, des désirs forts, que quelque part, bien après d'autres, je fais l'expérience, je prends conscience de la petitesse des choses, la véritable dimension des choses. Je prends conscience que ce qui, pourquoi nous heurtons aux autres est de si peu d'importance. Bien sûr qu'il faut essayer, vu nos besoins, il faut essayer quand même de garantir la satisfaction de nos besoins premiers. Mais nous n'avons pas que cela. Nous sommes aussi des êtres
qui aimons beaucoup développer certains côtés superficiels, être dans une compétition autour de celui qui possède le plus, celui qui a le mieux, le meilleur des choses. Et donc, on peut passer un temps assez long à être dans ce désir. Évidemment, on peut ne pas être en capacité de répondre à ce désir, mais le désir peut exister, il peut rester. Alors quand on commence à se défaire de ce désir, évidemment, il y a des philosophies, s'entend qu'il y a des gens, il y a des philosophies et des doctrines qui professent cela depuis bien longtemps, mais je résiste à l'idée que ce qui fait quelque part l'essence de mon expérience de vie puisse être déjà ailleurs, et puisse être mieux dit, mieux formulé, mieux présenté que tout ce que je pourrais dire. Cela, et quelque part, c'est peut-être le dernier péché d'orgueil que je peux confesser. J'aimerais dire que les choses ont peu d'importance et ne pas m'entendre répondre: oui, tu sais, ça a été dit par le sage un tel, et puis on me cite une maxime qui dirait cela de façon parfaite. Je sais qu'il y a des maximes qui sont d'une force limpide, qui sont d'une concision, qui sont d'une expressivité qui me donnerait envie d'aller me cacher, de ne plus oser me présenter devant les autres. Mais voilà cet être qui a ouvert les yeux, puis il était choyé, désiré, il a ouvert les yeux sur le monde. Rapidement, il a été bien aimé, mais rapidement, il a été obligé de faire face à sa première rupture fondamentale, rupture traumatisante, une première rupture, puis une deuxième rupture, et qui a vu les plus âgés commencer à partir. Quelque part, on ouvre les yeux sur quelque chose, et puis cette chose a tendance à se modifier. Ce qui était là, fini, des fois a tendance à rapidement disparaître sans donner de raison. Quelle est la raison? Quelle est la justification de la mort? À la rigueur, qu'on puisse dire celui-là est mort parce que personne n'y pense, parce qu'il a cessé d'être aimé, parce que il ne compte plus pour personne, mais des gens qui nous sont chers disparaissent avant même qu'on commence à les connaître. Et puis voilà, donc je suis là et je voudrais qu'on se rappelle bien que la pire
épreuve, et pas souvent la plus nette, la plus visible, c'est cette succession, c'est ces choses-là qui interviennent, c'est ces ruptures, ces changements. Souvent, on n'a pas conscience, sur le coup, on n'a pas conscience de leur importance et du marquage dont ils vont nous affubler. Je suis marqué par ces disparitions, je suis marqué par ces ruptures. La vie n'est pas spécialement une chose qu'on peut vraiment révérer, qu'on peut adorer. C'est le côté aléatoire. Il y a tellement d'aléatoires que des choses qui ne sont pas prévisibles, ou alors prévisibles, mais c'est imprévisible, intolérable. Éloge celui qui n'a pas su choisir parmi les mots, choisir parmi les destins, celui qui est le sien, celui qui pourrait être le sien. Un monde, quelque chose d'énorme, et puis rapidement, il faut se contenter d'un chemin quand il y en a une multitude. L'infini devant soi, et puis être obligé de rentrer dans un credo, de s'affilier, d'appartenir à une vision logiquement partielle des choses, à une interprétation, appartenir, être obligé d'appartenir corps et âme, esprit et corporalité à une détermination. Je n'ai point voulu être déterminé ni par l'origine, ni par le sexe, ni par la langue. Être quelque part dans une certaine disponibilité, parce que il y a le reste est aussi moi-même. Le reste est aussi une expression de mon individualité, une individualité évidemment toute relative, toute reliée à d'autres individualités, une individualité qui n'existe que par le lien qui l'attache à d'autres individualités. Une individualité en besoin permanent d'une proximité. Je n'ai pas su trouver les mots au bon moment. Dire, faut-il parler d'éloge? C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le procès qu'on devrait me faire. Le procès qu'on ferait au destin contraire, à ce hasard
qui ne favorise pas l'arrivée, l'accession vers une conscience supérieure, j'allais dire, pour emprunter une terminologie bien facile. Un homme qui a plutôt penché vers la facilité et qui n'a pas su voir en quoi l'effort est la chose qui paye le plus, l'effort. Bien entendu, ça peut être l'effort qui peut être qui peut se tromper d'objet. C'est cela aussi le problème, c'est cela aussi le grand désespoir. C'est comment savoir que ce que l'on a fait, le chemin qu'on a choisi, était réellement le bon, était réellement le chemin indiqué. Je n'ai pas eu de ces éclaireurs, de ces passeurs, de ces guides sur lesquels je me serais appuyé. Un guide, un initiateur, bien entendu, être en en besoin de guidance et aussi un risque d'être manipulé, un risque d'être de se retrouver là où on n'a pas envie d'être, mais quand même avoir quelqu'un qui vous aide à formuler la bonne question sans vous orienter vers ses propres inclinations à lui-même, vous orienter sans chercher à profiter de vous, ni à vous recruter, ni à vous influencer, mais de vous donner les éléments nécessaires à l'émergence de cette question, à l'émergence de la question émancipatrice, parce qu'il s'agit de s'émanciper à tous les niveaux, toujours l'émancipation, toujours la progression vers quelque chose de plus abouti, de mieux formulé, de mieux correspondant. Je n'ai pas rencontré ce type de personnes. Évidemment, c'est toujours la même histoire. C'est toujours l'histoire de la rencontre, de la bonne et aussi de la moins bonne rencontre. À rien, vous êtes en recherche et puis vous prenez le premier guide qui se présente. Vous n'avez pas ce réflexe de vigilance. Vous ne faites pas attention, suffisamment attention, parce que toute initiative implique
entraîne des conséquences. Il faut être en capacité d'opérer les bons choix, mais cela ne commence à venir, ne commence à s'élaborer qu'à un âge très avancé. Je suis mort et je n'ai toujours pas compris. Je n'ai pas encore saisi la réponse aux questions premières, toutes simples. Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Sont-elles comme elles nous apparaissent? Pourquoi nous devons être en permanence dans l'indécision, dans l'inconfort, dans l'attente de quelque chose que nous craignons? Nous sommes en péril permanent. Un honnête homme, je fus un honnête homme, pas à tous les niveaux, mais je n'ai pas souhaité arriver, je n'ai pas souhaité mon bonheur au détriment de celui des autres. Je n'ai pas souhaité le malheur à ceux que être là, avoir été, que reste-t-il vraiment? Ce que j'ai eu est à mettre à la déchetterie, est à mettre au recyclage. Certaines choses vont continuer, vont être récupérées par d'autres. Mais pour combien de temps encore? Quel sera leur sort? Je te lègue une question. Je te lègue un ensemble de questions. À toi de continuer le combat. À toi de poursuivre la mission, trouver la réponse, trouver la justification, être toujours des questions simples pour des réponses simples, mais des réponses convaincantes, des réponses englobantes, des réponses satiétantes, car il n'y a pas plus grande souffrance que de rester sur sa faim, de ne jamais vraiment apaiser cette soif de réponse, ne jamais assouvir ce désir de quête, quêter, questionner, demander,
interroger, quémander, supplier. J'ai fait tout cela parce que je me sentais en besoin d'une main tendue, besoin d'une parole, besoin d'un regard. Regardez-moi, vous qui passez la tête haute, vous pouvez m'ignorer, vous pouvez passer en pensant à tout sauf à moi qui suis là, sans pouvoir rien faire. Regardez-moi, je suis vous, à un autre moment, vous allez être moi. Il n'y a pas de différence, nous sommes liés par notre destin, nous sommes liés. Auto-éloge sous forme de mots épars, car il m'a manqué la capacité de construire un discours, de, de former, de formuler une parole, une pensée, une réponse. Il m'a manqué la capacité de faire en sorte de ne pas être absorbé par les tâches secondaires. J'ai été vaincu par des combats, dans des combats accessoires. J'ai été vaincu car trop enclin à aller vers la facilité, aller vers la légèreté, aller vers ce qui est aisément accessible. J'ai été vaincu parce que cela ne pouvait pas, parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. J'ai été vaincu dans une bataille que personne ne gagne jamais. Voilà, en quelque sorte, ces mots pour clore cet éloge ou ces discours que j'aimerais qu'on prononce au moment de ma mise en terre. Mais je n'ai pas encore tout dit. Par-delà la tombe, je compte encore m'exprimer et dire des choses. Ma mémoire n'est plus tellement certaine, mais je suis sûr de pouvoir récupérer quelques fragments pour
vous parler, pour vous interpeller, pour exister ne serait-ce que furtivement, dans votre quelque part esprit ou cœur, je ne sais que dire, exister un moment. Une pensée pour moi, l'être en souffrance, l'être en détresse, l'être en déshérence, l'être mort, sans avoir jamais vraiment vécu.